Alors, après une première intervention sur la prescription infirmière, nous allons continuer à élargir le champ de réflexion sur l'évolution de la profession, car nous allons maintenant parler consultation infirmière et raisonnement clinique. On le voit déjà, des actes comme la vaccination, la téléconsultation, la prise en charge au plus près des besoins des patients ayant des maladies chroniques font doucement leur place dans l'exercice infirmier. Mais ce changement de posture nécessite autre chose qu'une simple extension des gestes techniques. Ça demande un véritable changement de regard, une capacité encore plus forte à évaluer, à raisonner et à s'appuyer sur des théories de soins et des données probantes. Et c'est là que les choses se corsent, parce qu'en formation initiale, ces approches restent encore floues ou très inégalement enseignées en France, dans nos IFSI. Heureusement, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir 2 professionnels de la Haute École de Santé de Vaud, à Lausanne, qui vont justement nous aider à faire un pas de côté. Elles nous proposent une approche plus intégrée, plus systémique du raisonnement clinique et de la consultation infirmière. Une approche exigeante, mais passionnante, qui ouvre de nouvelles portes, pour nos étudiants comme pour nous formateurs. Je vous invite donc à les écouter avec curiosité et esprit critique. Je vous demande donc d'accueillir Madame Gora Darocha, doyenne de la Haute École de Santé de Vaud, à Lausanne, et docteur en sciences infirmières, et Madame Françoise Inesheim, maître d'enseignement à la Haute École de Santé de Vaud et responsable des étudiants en 3e année. Merci beaucoup. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, nous remercions beaucoup les organisatrices et organisateurs du CEFIEC pour l'invitation et l'agréable accueil qui nous a été fait. Un merci particulier à Muriel Trompa. Alors, vous voyez sur cette photo l'équipe des sciences infirmières, donc à la Haute École de Santé Vaud, à Lausanne. Nous sommes une nombreuse équipe, environ 57 collaboratrices et collaborateurs, où j'ai le plaisir effectivement d'exercer le rôle de doyenne. Je vous présente ma chère collègue ici, Françoise Inesheim, comme ça a été dit, qui est maître d'enseignement depuis de nombreuses années. Elle est responsable d'année de la 3e année, en fait, de formation en soins infirmiers plein temps, parce que nous avons 3 cursus, plein temps, en emploi et temps partiel à partir de septembre. Elle est responsable également de tout ce qui est international, des échanges internationaux pour la filière soins infirmiers. Elle est responsable de modules, notamment de tout ce qui est professionnalité infirmière émergente. On en a beaucoup entendu parler sur l'identitaire, donc elle en parlera tout à l'heure. Et responsable également d'un des modules clés qui s'intitule « Expérience de santé en promotion de la santé ». Elle en parlera aussi tout à l'heure. Et à partir de septembre, elle est effectivement responsable du conseil aux études auprès des étudiants pour soutenir la réussite. Et pour terminer, Françoise Inesheim a un master en santé publique. Merci, quel tableau. Je vous présente Gora Darocha, qui est notre doyenne donc, de la filière soins infirmiers à ESAP depuis déjà quelques années, qui a un master en sciences infirmières, un doctorat en sciences infirmières, un postdoc en sciences infirmières, et donc qui est doyenne et qui me rejoint aujourd'hui pour vous présenter notre travail. Alors, nous allons parcourir cette présentation, nous allons vous poser un contexte, puis nous vous montrerons comment notre nouveau programme essaye de répondre aux nouveaux défis de notre profession, comment nous mettons aussi la culture scientifique au profit du raisonnement clinique et l'articulation qu'on fait entre les deux. Et enfin, je vous présenterai des exemples de l'examen clinique au service de la consultation infirmière, aussi bien dans notre cursus que sur le terrain. Et nous ouvrirons les échanges. Donc, le contexte. Donc, la Haute École des professions de la santé de Vaud reste une référence dans notre canton dans le domaine de la santé. Nous avons une institution qui regroupe 4 professions, les soins infirmiers, sages-femmes, physiothérapie, ce qu'on appelle les kinés en France,
et les techniciens en radiologie médicale, et bientôt nous serons rejoints par une école d'ergothérapie. Actuellement, nous avons un gros corps professoral et enseignants experts. Nous sommes tous maîtres d'enseignement et nous faisons tous de la recherche. Nous avons plus de 1000 étudiants sur les 4 filières, plus de 200 diplômés par année, sur aussi des valeurs philosophiques très humanistes dans notre institution. Et vous avez sur l'image de gauche notre futur campus. Alors, ce n'est pas tout à fait l'actuel, mais nous déménageons dans 1 an sur ce nouveau campus qui va réunir et qui va essayer de répondre aussi à l'augmentation de la demande de professionnels dont nous allons manquer aussi cruellement en Suisse. Une image supplémentaire pour vous traduire un petit peu qu'on a une vie estudiantine qui est très riche avec des ambiances totalement différentes. Vous avez à la fois des étudiants qui sont ambassadeurs de notre institution et qui vont essayer d'aller défendre, ou en tout cas d'attirer des nouveaux professionnels, surtout après le Covid, on a été quand même passablement malmenés dans l'attractivité de notre profession. Nous avons aussi la chance, et alors là je pourrais en parler plus longtemps, donc je vais faire très très court, de participer à des événements publics. On essaye d'intégrer des étudiants dans des manifestations culturelles en développant notamment des approches très promotion de la santé. Et on fait ça depuis 2012 et on a eu beaucoup de succès sur des grosses manifestations. Voilà. Donc aussi un petit peu le tour de notre école, puis on voyage aussi sur la photo, on ne voyait pas, mais on a participé aux Jeux Olympiques de la jeunesse aussi pour pareil, puis on voyage aussi à travers le monde. Alors, je vais vous un peu raconter l'histoire, comment ça s'est passé aussi quand on a eu ce que vous appelez la réforme il y a quelques années. Alors, c'est vrai que depuis 2002, la profession des soins infirmiers est passée à un niveau tertiaire, au niveau haute école spécialisée, donc HES. Nous avons traversé aussi des moments de doute, des moments de résistance, des moments de questionnement. Mais en 2002, ça a démarré. Ça a impliqué la fusion des hautes écoles, enfin des écoles à l'époque, dans les différents cantons. Juste pour resituer, la Suisse, pour ceux qui ne connaissent pas, la Confédération suisse est composée de 26 cantons. Et il y a beaucoup d'autonomie aussi dans les cantons. Donc dans l'histoire, il y avait des écoles en soins infirmiers qui existaient dans chaque canton. Une fois que ça a été voté, que ça passe au niveau tertiaire, les hautes écoles ont dû se réunir avec comme centre, si j'ose dire comme ça, de réglementation, la haute école spécialisée, donc la HES, pour devenir tertiaire. Il faut dire aussi que c'est assez complexe en Suisse parce qu'on a le côté roman et le côté alémanique. Donc dans le côté roman, où on parle français autour du lac Léman et puis un peu plus loin, par exemple Fribourg, etc., nous avons privilégié le tertiaire niveau universitaire, ce qu'on appelle HES. Les cantons alémaniques ont opté pour le tertiaire mais niveau ES, école supérieure, ce qui est quasi l'équivalent de ce qui se passe en France et ce qui se passait aussi avant dans nos écoles autres cantonales. Depuis qu'on a effectivement rejoint la HES, on est régi dans le domaine santé par la haute école spécialisée. Et ça réunit plusieurs domaines, par exemple l'ingénierie, l'art, le design, etc. Donc, pour la profession infirmière, elle est rattachée au domaine de la santé. Donc, on voit qu'il y a quand même un lien entre ces cantons. Néanmoins, il y a une certaine autonomie cantonale. Donc, c'est assez complexe, mais on s'en sort plutôt pas mal. Donc, 2002, le premier programme HES, soins infirmiers, qui devait répondre aux accords de Bologne, d'une part, et puis d'autre part, justement, au niveau universitaire. Donc, depuis 2002, il y a eu vraiment ce mouvement d'envoyer des infirmières en formation. Et puis, le premier, alors ce qui a beaucoup aidé, c'est en 2008, quand l'Institut de formation et de recherche en soins à Lausanne a ouvert, qui formait des infirmières au niveau master en sciences infirmières, et qui a créé le premier doctorat donc, pour Lausanne en sciences infirmières. Ça existait déjà à Bâle, mais pas dans les cantons romans. Ce mouvement a permis effectivement de répondre aux injonctions qui étaient de rendre cette profession
universitaire. J'insiste beaucoup sur le mot profession parce que souvent on utilise le mot métier et on insiste beaucoup, on est une profession, on est régi par des lois, par la déontologie, par des responsabilités propres et le choix des mots, vous le verrez à fur et à mesure que vous allez avancer, ça a vraiment un poids et un sens important derrière. Donc depuis 2002, premier mouvement, donc ça a permis après de mettre en commun. Et en 2021, il y a eu la loi pour les professions de la santé, 2020-2021, qui a été posée au niveau de la Confédération, la LPSAN. La loi des professions de la santé, donc c'est 7 professions, y inclut les soins infirmiers, régit le niveau de formation minimum attendu en fin de formation et le niveau de compétence attendu. Donc on a effectivement basculé, on entendait ce matin, on ne parle pas d'actes, soins infirmiers, mais vraiment, on est dans une approche par compétence. Et la loi pour les professions de la santé, donc on n'a pas le nom auxiliaire médical ou autre, mais c'est vraiment les professions de la santé, définit clairement les compétences à atteindre et qui régit l'ensemble des diplômes donc suisses en soins infirmiers. Ça a nécessité de quitter la tutelle de la Croix-Rouge et de créer son propre registre où chaque infirmière diplômée HES doit s'inscrire pour avoir les droits, les autorisations de pratique. Ça nous invite également à répondre aux critères qualité, donc de faire des accréditations. Pour nous, la filière soins infirmiers qui regroupe les 6 cantons, je vous dirai un peu plus, ça a lieu l'année prochaine. On est dans le processus d'accréditation pour veiller à ce qu'on réponde au système qualité de la loi des hautes écoles et de la loi pour les professions de la santé. Vous trouverez tout ça si vous tapez loi professionnelle, profession de la santé dans le département public, vous le trouvez facilement. Ensuite, il y a eu l'ordonnance qui guide les compétences spécifiques qui sont attendues pour les soins infirmiers, ce qui a nécessité de revoir notre plan d'études 4. Donc en 2022, nos 6 hautes écoles, donc on est 6 hautes écoles dans les cantons romans, il y a Genève, il y a le Valais, Fribourg, Arc, j'oublie un, Valais, j'ai dit, et le canton de Vaud, où on est 2 hautes écoles. Ensemble, les responsables locaux et les doyens, on a travaillé avec le domaine pour établir les compétences minimales qu'on attend au niveau du Romand, au niveau roman. Donc on s'est entendu ce qu'on appelle le PEC, le plan d'études cadre 2022, qui pose les grandes lignes. Après, c'est vrai que je vous explique un petit peu ce qu'on a préconisé. La différence avec les IFSI, si j'ai bien compris, on a quand même la liberté au sein de chaque haute école de déployer le programme de manière différente, pour autant qu'on réponde clairement au plan d'études cadre. Là, on va vous montrer ce que nous, la Haute École de Santé Vaud, on a décidé de prendre comme modèle, mais il est différent, par exemple, la Haute École de Genève, où j'ai exercé pendant des années aussi, ou bien de celui du Valais. Par contre, les responsables locaux, on a créé un comité où on se voit régulièrement, en tout cas 2 fois par mois, pour s'aligner et voir qu'on a le minimum attendu dans chacune de nos hautes écoles. Mais on doit répondre à ces critères-là. Ce qui nous guide, c'est cette loi, la LPSAN, comme pour vous, les accords de Bologne au niveau européen. Et puis, ce qui nous a beaucoup facilité quand même cette reconnaissance au niveau tertiaire, c'est aussi les associations. On en a entendu parler hier et aujourd'hui. L'ASI, l'Association suisse des infirmières, s'est mobilisée il y a quelques années pour faire une initiative populaire et nous avons gagné la loi sur les soins infirmiers forts est passée en 2021, ce qui était un vrai succès reconnu, donc porté par l'Association suisse des infirmières. On a recueilli beaucoup de signatures et donc ça a été voté et maintenant il existe une loi pour les soins infirmiers forts. Ça nous aide énormément parce que du coup il y a 2 offensives qui sont lancées depuis 2021. Parce qu'on veut effectivement diplômer plus, ça c'est la première offensive, donc il y a un soutien qui est octroyé à chaque haute école, et la deuxième offensive qui est celle d'améliorer les conditions de travail, parce que je pense comme en France, le problème n'est pas seulement de diplômer plus, c'est de les garder ensuite et d'améliorer les conditions de travail. Donc il y a des enveloppes budgétaires qui ont été octroyées par la Confédération et chaque canton doit contribuer aussi à hauteur de 50%. Là, on est en plein dedans et on espère qu'avec ça, on puisse répondre, comme ça a été dit, à la demande. On doit effectivement diplômer plus. Aujourd'hui,
Comme exemple, dans le canton de Vaud, on diplôme environ 300 infirmières. Pour le canton de Vaud, il faut que d'ici 2030, on diplôme 450. L'attractivité de la profession, qui est, comme disait Françoise tout à l'heure, un petit peu diminuée avec les images aussi qui sont parfois négatives sur la profession. Nous, on encourage vraiment d'avoir un discours positif et pas toujours plaintif, sinon les jeunes, ils n'ont pas envie de venir. C'est l'attractivité de la profession et les conditions de travail, donc c'est dans nos combats actuels. Pour revenir au plan d'études cadre, parce que c'est ça qui nous a été demandé aussi, on a posé les bases et bien évidemment, je reviendrai là-dessus, ce qui est le socle, c'est vraiment aussi cet ancrage disciplinaire et de rendre visible les contributions des savoirs infirmiers. Si on ne rend pas visible nous-mêmes ce qu'on sait, ce qu'on connaît, les autres n'arriveront pas à le faire non plus. Donc 3 références de base. D'une part, Kim, je ne sais pas si vous connaissez, je recommande, c'est vrai que c'est en anglais, mais ça pose assez bien c'est quoi l'essence de nursing practice, donc de la pratique infirmière. Bien évidemment aussi l'approche par compétences, on a utilisé Tardif, et l'étendue de pratique, parce qu'on va beaucoup parler d'étendue de pratique infirmière. On a notamment pris celui de Joanne Derry, et vous voyez au centre, c'est tout petit, mais hier Christophe Debout nous a parlé par exemple des soins centrés sur la personne, c'est au cœur aussi de ce modèle. Alors voilà l'illustration de ce que ESAV, donc c'est notre... Une fois qu'on a défini les compétences clés, donc on est passé aussi, on utilise BENER pour savoir quel niveau en fin de formation il faut atteindre, et c'est le niveau compétent, pas niveau expert, et ça nous donne un peu le fil conducteur. Nous avons fait le choix à ESAV de vraiment colorer notre programme avec la terminologie infirmière. Donc on a changé, on ne parle pas, vous allez le voir là maintenant, de maladie, on parle d'expérience de santé. On s'est appuyé aussi sur les écrits de Dallaire, de Pépin, etc. On estime que ce qui est important pour les soins infirmiers, c'est l'expérience de santé et pas, comme vous le savez, l'absence de maladie. Par semestre, on a donné une coloration spécifique. Premier semestre, il s'articule autour de l'expérience de santé dans les parcours de vie. Ensuite, en deuxième semestre, ce sera l'expérience de santé en situation de chronicité. Troisième semestre, ce sera l'expérience de santé en situation de prévention et promotion de la santé et du bien-être, dont je vous disais que Françoise est la responsable de ce module. Ensuite, c'est l'expérience de santé en situation critique et l'expérience de santé en situation de réhabilitation et finalement l'expérience de santé dans différents contextes pour terminer le cursus quand on parle du plein temps. Ce qui est aussi, donc ça, on s'est basé sur Kim pour poser ça comme nursing practice. On va le définir un peu plus loin. Et les bases, je vous montrerai tout à l'heure de l'ancrage disciplinaire qui colore chaque semestre. Ensuite, vous avez en 2 la centration culture scientifique, tout au long, dès la première année aussi. Qu'est-ce qu'on introduit, les evidence-based nursing, etc., qui s'articulent avec l'expérience de santé. En 3e, nous avons toute cette centration qui est étudiant et ses environnements, qui prône beaucoup l'alternance intégrative et comment ça se travaille, le lien, l'alternance. On parle vraiment d'alternance aussi intégrative et pas juxtapositive entre les stages et puis la préparation avant et après. Et puis, tout ça, on a dans le plein temps 6 stages, 54 crédits ECTS qui sont tout au long de la formation, comme c'est le cas, je crois, ici. Et le dernier, pas moins important, la professionnalité infirmière émergente, qui travaille plus sur des aspects disciplinaires, collaboratifs, identitaires également, qui traversent le programme. Et en bas, vous voyez, on a défini en première année plutôt la posture réflexive, deuxième année la posture coopératrice et troisième année plutôt la posture d'auteur. Alors, l'ancrage théorique, très important, c'est ce qui colore notre particularité à ESAV. Pour l'expérience de santé dans les parcours de vie, nous avons choisi la théorie des transitions de Méléis. Pour le deuxième, dans la situation de chronicité, nous avons choisi Watson, on en a parlé hier. Ensuite, promotion à la santé, l'approche de soins fondée sur les forces de Gottlieb. L'incertitude de Mitchell par rapport, c'est une théorie intermédiaire pour le semestre 5, dans une situation critique. Et puis, pour la réhabilitation, nous avons osé prendre Margaret Newman, qui est certes un peu abstraite, mais qui renvoie à l'expérience personnelle de chaque situation. Et puis, au dernier semestre, il y a plus de possibilités de choisir d'autres théories intermédiaires ou des approfondissements.
Vous allez le constater, nous n'enseignons plus Anderson, Peploe. Par contre, ça reste dans l'histoire. On raconte l'histoire, mais nous avons fait le choix de changer de paradigme. Et ça sera, je vous explique un peu plus loin. Dans chaque semestre, vous avez compris, il y a des expériences de santé. Pour faciliter, on appelle ça des familles de situations dans le nursing practice. On va le développer un peu. On a des axes qui nous sont imposés par le plan d'études cadre, la durabilité, l'interprofessionnalité, la digitalisation, l'alternance intégrative et le travail bachelor. Ça, c'est des axes qu'on doit aussi mobiliser, donc c'est ce qu'on appelle le DID. On a des modules à option, mais obligatoires, où l'étudiant peut un peu plus approfondir certains modules. Je vous ai parlé de la culture scientifique et des autres, donc on va juste aller un peu plus loin. On met l'accent dans le nursing practice, dans les familles de situation, sur l'étendue de la pratique infirmière. C'est quoi l'étendue pour le plein déploiement des compétences infirmières? On mobilise les fondements de la discipline infirmière. On parlera tout à l'heure, mais on se base aussi sur les 5 savoirs de Chin et Kramer, par exemple. Et puis, tout au long des autres modules, il y a toujours cette coloration aussi de l'ancrage disciplinaire. Par exemple, si j'enseigne la théorie, en parallèle dans les stages, j'enseigne aussi la méthodologie de la pratique, avant de parler de processus de soins, selon Méléis. Donc c'est toujours aligné pour que l'étudiant puisse faire des liens et pas que ça reste abstrait. En plus, bien évidemment, comme méthodologie pédagogique, on utilise le cycle de Kolb, que vous connaissez sûrement dans l'approche par compétences, où il y a à la fois aussi l'expérientiel et puis un va-et-vient avec, pour paraître c'est toujours abstrait, mais pour qu'on puisse mobiliser ces compétences-là tout au long. Les compétences centrales qui sont définies dans le plan d'études cadre se basent sur les CANMEDS. C'est un choix qui a été fait, qu'on peut bien évidemment aussi critiquer, mais les compétences sont suffisamment larges pour qu'on puisse les appliquer effectivement aussi aux autres professions de la santé. C'est les compétences de communicatrice, de leader. On ne parle pas de compétences manager, mais de leader, ça change le terme aussi. Compétences d'apprenant formateur, collaborateur, professionnel, expert et promoteur de la santé. Ça, c'est les compétences que vous connaissez de CANMEDS qui guident les programmes. L'importance de la culture scientifique et du raisonnement clinique. Alors, c'est vrai que le titre de notre présentation parle de raisonnement clinique à la consultation. Nous, on l'aborde un petit peu à notre manière, je vais vous expliquer un peu plus loin. Mais ce qui est vraiment important, au-delà du raisonnement clinique, c'est d'avoir ce jugement clinique et d'avoir cette approche centrée par des théories de soins infirmiers. Je vous expliquais tout à l'heure que le modèle alémanique, ils ont plutôt au niveau école supérieure. Là, ce qui nous différencie, au-delà du salaire, c'est, on a fait une analyse, c'est cette culture scientifique, c'est l'ancrage disciplinaire. C'est ces 2 points qui font qu'on peut se considérer une haute école, le H, haute école spécialisée. Sinon, on est une école ES et on ne change pas de statut. Ce qui fait qu'on peut dire qu'on est une profession maintenant universitaire, c'est qu'on a des savoirs propres, donc disciplinaires, et puis également cette capacité de faire des évaluations cliniques, des raisonnements cliniques, poser un diagnostic infirmière et de mettre en place des interventions infirmières ciblées, basées sur des recommandations de résultats probants. Donc le fil conducteur dans ce programme qu'on a donc initié en 2023, on arrive au bout des 3 premières années pour le module temps plein, parce qu'en parallèle, on a aussi un module en emploi qui se fait 50% chez l'employeur, 50% à ESAV. Et comme je vous disais, on ouvre un temps partiel pour répondre aux besoins de la population à partir de septembre. Le fil conducteur, l'ancrage. Ensuite, tout le long, on fait travailler l'étudiant sur les habiletés par rapport à la pensée, donc pour développer des compétences de réflexion guidée autour de la théorie de soins, autour du modèle conceptuel. Et je vous disais avant, c'est vrai que processus de soins, c'est très réducteur. Ça renvoie beaucoup aussi à Orlando. Si on se base sur Fawcett, qui parle plutôt de méthodologie de la pratique, qui au-delà juste d'un processus, c'est aussi une manière d'être, une manière de faire son recueil de données, une manière de proposer des interventions. Donc, on utilise assez facilement le terme de méthodologie de la pratique, qui est au-delà juste d'un processus de soins. Donc,
Ce qu'on a utilisé pour le modèle du jugement clinique, c'est celui de Tanner, traduit par Lavoie. On s'inspire de ce concept-là. Bien évidemment, il y en a d'autres. C'est celui qu'on a choisi de soutenir, en tout cas, de soutenir la réflexion dans notre programme. Tu peux aller après. Dans le modèle, justement, le concept de Tanner qui a été traduit par Lavoie, vous constatez qu'il y a 4 étapes. La première qui est celle de remarquer. Déjà, dans cette étape-là, donc vraiment, je vous renvoie à cet article écrit en français et qui définit très bien, beaucoup mieux que là, moi, en quelques secondes, tout ce processus itératif. Déjà ici, quand on remarque, quand on observe, quand on détecte quelque chose qui a un écart entre ce que j'ai appris ou ce que je vois là maintenant, l'observation clinique, elle est rattachée à des connaissances. Les connaissances de base disciplinaires, ça donne des lunettes d'analyse. Si j'ai été formée à la transition, ce que je percevrai, c'est avec ce regard de la transition. Donc tous ces savoirs théoriques, mais également les savoirs expérientiels, il y a l'intuition aussi dedans. Donc dans la phase remarquée. Ensuite vient la phase interprétée, au regard de ce que je recueille, de ce que je sais, aussi les valeurs des personnes, les préférences des personnes. Hier, on parlait de l'EBP, moi j'utilise l'Evidence-Based Nursing. Au-delà de ça, il y a les valeurs, il y a les ressources, comme le disait Audrey hier quand elle a présenté. Tout ça, ça fait partie de ce que je vais interpréter, et Lavoie et Tanner mettent là le raisonnement clinique. Donc, comment je raisonne, un raisonnement analytique, intuitif, qui peut être un processus itératif qui va nous permettre ensuite de répondre et de développer un plan d'intervention ciblé. Et de nouveau là, si on utilise la méthodologie de la pratique des transitions, elle nous guide différemment que si on utilise un autre modèle de soins. Donc chaque semestre, le fil conducteur reste le même, mais la réponse, les connaissances, comment ça enrichit, change en fonction de l'ancrage. Puis finalement, la phase réfléchir qui permet ensuite de réfléchir, bien sûr, dans l'action et sur l'action, poser son jugement clinique et interpréter si oui ou non, à un moment donné, l'expérience de santé peut se dégrader. En parallèle, comme je disais, que la culture scientifique, tout ce qui est référence aux recherches infirmières, tout à l'heure on parlait de l'importance de faire de la recherche et de légitimer la profession. Au-delà de la légitimité de la profession, ce qu'il faut surtout, c'est pouvoir nourrir nos enseignements avec des résultats issus de nos recherches. Ça, c'est vraiment la grande transformation aussi, c'est que quand on enseigne, on essaye de faire valoir aussi les recherches qui ont été conduites par les chercheurs en sciences infirmières. Donc, là, c'est un exemple, ce qu'on fait aussi pour travailler l'articulation avec les théories de soins. D'une part, une fois qu'on a fait la méthodologie de la pratique sur les interventions, on travaille aussi cette culture scientifique qui, à la fin, vont amener un travail de bachelor. Le travail de bachelor avec soit une revue de littérature, soit ce qu'on a beaucoup mis en œuvre maintenant, c'est les sciences d'implémentation, soit il participe à une recherche avec un chercheur. Il y a ces 3 options-là pour le travail final de bachelor. Donc, tout au long, on lui apprend, l'étudiant, à prendre une situation clinique, à prendre les lunettes de la théorie de soins, puis de dire dans quelle phase je me situe, à quoi ça renvoie. Ensuite, l'étudiant en stage, il va chercher une méthodologie, avec sa méthodologie de recherche documentaire, vérifier s'il y a des recommandations de pratique, donc l'EBN, qu'est-ce qui est sorti par rapport à une prise en soins, quelles sont les dernières recommandations. Il pose une question de recherche, il teste les hypothèses, il analyse les résultats, il pose un diagnostic infirmier, donc on utilise ce qu'a mis les NONDA, les AFEDI, etc., un diagnostic infirmier, et il propose des stratégies d'intervention contextualisées, et il discute les résultats probants à la lumière des théories de soins et puis de la situation clinique. C'est un des exemples où on fait ce lien entre la théorie pratique et recherche. Et puis là, je vais demander 5 minutes. Ah oui, déjà? Oui. On a commencé en retard. Alors, je ne vais pas demander à Monsieur Pascal, que je remercie, on a tout préparé avant, on ne va pas passer la vidéo. Je vais Je vais faire très vite. En fait, on a choisi aussi une perspective unitaire. Monsieur Debout nous parlait hier du paradigme de la transformation. On a choisi ça comme base pour l'ensemble de la profession. Vous avez 5-10 minutes.
un petit peu plus que 5 oui, minutes. On a commencé plus tard. Oui. Je me suis dit, je n'ai pas encore parlé 30 minutes. Juste par rapport à la perspective unitaire, on s'appuie sur Smith, il y en a d'autres, mais ça change vraiment la manière d'être. Et il faut être congruent. On estime que chaque situation peut évoluer dans le temps et c'est toujours changeant. Je ne vais pas aller plus loin parce que j'aimerais laisser la parole ensuite à Françoise. Je voulais juste encore rappeler, peut-être que vous utilisez déjà le métaparadigme infirmier avec les 4 concepts centraux, soins, santé, être humain et environnement. Juste dire qu'il a évolué, ce métaparadigme, et vous le trouvez dans neurologie.net. Fawcett a soumis un papier en 2023 où elle dit aussi, parce que la science et ça évolue tout le temps, c'est que maintenant il y a effectivement l'être humain encore, mais l'environnement d'une perspective globale, la culture, santé planétaire, et puis ce qu'elle appelle les activités neurologistes. Je vous laisserai aller découvrir et lire, et vous verrez, c'est assez intéressant. Et maintenant, je vais passer la parole à Françoise pour être plus dans le concret. Merci. Donc, allons-y. Voilà. Alors, ne lisez pas tout ce qu'il y a sur cette dia, c'est pas le but. Cette dia, en fait, c'est pour vous montrer que, alors maintenant, vous commencez à être un petit peu à l'aise avec notre terminologie. Toute famille de situation est présentée de cette manière. Il y a les incontournables, les savoirs de Schiene-Kramer. Alors, au départ, on était parti sur Carper, puis après, on a dévié sur Schiene-Kramer. Les composantes de Kim. Elle doit comporter aussi une théorie, un ancrage théorique. Donc là, j'ai pris l'exemple du module promotion de la santé dont je suis la responsable. Nous, on a choisi d'utiliser l'approche des soins fondés sur les forces de Gottlieb. Donc tous nos enseignements vont être colorés de Gottlieb et on va demander à l'étudiant de se mettre dans la peau d'une infirmière à différentes étapes de prise en charge des patients qu'on a créés. De vraiment s'inspirer de Gottlieb. Et puis, chaque famille de situations comporte 3 situations emblématiques scénarisées. Donc, l'étudiant va pouvoir s'immerger dans 3 situations différentes qui répondront à des problématiques de promotion de la santé qui sont la base. Ici, la base, c'est activité physique, nutrition, sommeil, santé mentale. Chaque situation emblématique a des apprentissages critiques qui permettent à l'étudiant de savoir ce qu'il va pouvoir développer et vers où on le dirige. Pour la promotion de la santé, nous, on a fait un pari un petit peu différent. On a décidé que nos 3 situations n'étaient pas que individuelles. On a 3 situations emblématiques scénarisées qui sont l'individu, la communauté et la population. Et pour la communauté, on propose aux étudiants de travailler avec une communauté de notre ville, de la couronne lausannoise, et d'être au contact même de la population pour qui ils vont développer des projets et, si possible, les appliquer directement auprès de cette communauté. Voilà. Ici, c'est un exemple de comment ça se traduit pour une famille de situations. Je n'ai pas pris la mienne, j'en ai pris une autre, comme ça vous donne un éventail un peu plus large. On a pris l'exemple de la famille de situation B, une expérience de santé en chronicité. Le temps, alors j'ai mis une flèche, la première grande flèche, c'est le temps du jugement clinique avec la phase remarquer et on aboutit à la phase répondre, réfléchir. L'étudiant commence par faire connaissance avec l'ancrage théorique. Dans la famille de situation B, on est parti sur Watson. Donc, dans culture scientifique, ils font connaissance avec Watson, ils font connaissance avec qu'est-ce qui colore Watson, qu'est-ce qu'une infirmière, finalement, de sensibilité Watson. Et puis, ils retournent dans le cours théorique où ils vont faire connaissance avec leurs patients. Donc à nouveau, 3 situations emblématiques scénarisées, 3 patients différents, dans 3 environnements différents. J'avais prévu de l'IA, mais on ne va pas l'utiliser. Ici, on utilise l'IA, justement, c'est très intéressant. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant. Le temps 1, l'étudiant, on va le mettre dans la peau d'une infirmière en consultation. Mais on ne va pas lui donner un écrit, on ne va pas lui donner une feuille avec toutes les indications dans lesquelles il doit trier. On va le mettre devant une intelligence artificielle en disant « Vous êtes en face de Madame Vétulani qui vient avec sa fille parce que sa fille a remarqué tel et tel constat, symptôme. » Et l'étudiant va discuter avec l'intelligence artificielle et le chatbot de l'intelligence artificielle est coloré de toutes les caractéristiques de la patiente, mais aussi coloré de la philosophie Watson, enfin de l'ancrage théorique Watson. C'est-à-dire que selon les questions que l'étudiante pose, peut-être que la patiente ne va pas répondre ou répondre à côté, parce que ce n'est pas dirigé selon l'ancrage Watson.
Je vais vous donner un exemple de cette famille de situations. Sur une classe de 24, ils prennent en charge un patient. Ce patient consomme de la cocaïne. Alors, seuls nous le savons, le chatbot le sait, l'étudiant ne le sait pas. Sur 24 étudiants, une seule étudiante a eu accès à cette information. Ce qui veut dire que tous les autres ont posé des questions, mais qui n'étaient pas dans la philosophie de Watson. Donc l'anamnèse n'a pas été faite en intégrant vraiment toute cette dimension. Et la seule qui a su, celle qui a eu cette information, c'est parce que dans la formulation des questions de son anamnèse, elle a réussi à nouer ce partenariat, mais parce qu'elle a bien travaillé sa théorie. Donc ça, c'est un exemple. Et puis, pendant la phase interprétée, il y a des allers-retours qui vont se faire entre les cours de culture scientifique et les cours d'étudiants et ses environnements qui vont permettre de découvrir les évaluations cliniques des systèmes qui sont vus dans cette famille de situations. Un temps 2, qui est plutôt en fin de module, va permettre à l'étudiant, à nouveau avec l'intelligence artificielle, mais pas que, de reprendre son patient à un autre moment de son suivi, peut-être à 6 mois ou à 1 an, il ne me reste pas beaucoup de temps, et de pouvoir, sur ce temps 2, d'aller dans cette phase de répondre, de réfléchir, de mobiliser justement ce jugement clinique pour proposer des interventions infirmières qui soient cohérentes, qui soient centrées sur le patient et qui répondent aussi à la roue de la qualité des soins. La validation de ce module se fait par une anamnèse que l'étudiant doit mener pour pouvoir travailler ce jugement clinique. Donc ça, c'est un exemple dans notre formation. Je vais vous montrer, ça c'est les différents types d'évaluations et d'examens cliniques qu'on a sur notre cursus. La liste n'est pas exhaustive, mais c'est un peu ce qu'on fait donc dans étudiants et ses environnements. Et à chaque fois, dans ces immersions, on reprend les cas qui sont vus dans la famille de situations pour garder de la cohérence et rester toujours au maximum contextualisé. Je vais vous montrer 2 exemples dans la pratique dans notre canton, les cabinets MOCA et les soins volants. Alors, les cabinets MOCA sont des cabinets de coordination dans un cabinet médical déjà existant. Et puis actuellement, il y a 7 cabinets qui fonctionnent de cette manière, où vous avez un médecin et une infirmière. On va voir quel est son degré d'autonomie. Et puis les soins volants, ce sont des soins à domicile qui existent. Alors, les soins volants existent depuis 2018. Il y a 8 centres dans le canton de Vaud et puis 3 centres dans le canton du Valais qui est juste à côté de chez nous et qui a aussi, on travaille très proche. Donc les cabinets MOCA, comme je vous l'ai dit, sont des modèles de coordination cabinet. On se retrouve quand même face à une population qui est vieillissante, avec beaucoup de chronicité. On l'a vu à la présentation d'avant. On a des maladies chroniques qui explosent et qui sont souvent liées à nos habitudes de vie. Et puis, on a une complexification des situations dans la prise en charge. Donc, l'infirmière, elle va venir en soutien de ce cabinet en offrant toute son expertise, en offrant ses compétences et j'aime à dire, parce que je me suis bien entretenue avec elle, ses compétences sont reconnues. Alors ça a peut-être été un petit peu timide au départ, mais aujourd'hui les compétences de ces infirmières, leur expertise, leur jugement clinique est totalement reconnu par les médecins avec qui elles travaillent et par le reste de l'équipe, notamment les assistantes médicales. Elles ont quand même un grand rôle d'autonomie, donc elles prennent en charge les patients de manière très holistique, que ce soit somatique ou santé mentale. Elles font beaucoup d'accompagnement de pathologies et de maladies chroniques, diabète, hypertension, et elles ont... Alors, c'est un peu la différence avec les soins volants, je vais insister un petit peu sur ce point. C'est des expériences qui, elles, ne sont pas forcément recrutées à ce jour parce qu'elles sont à un niveau HES. Elles sont recrutées à ce jour parce qu'elles ont une expérience supérieure à 10 ans dans des soins, souvent des soins aigus, qui leur permet d'avoir cette expertise fine et d'être capable de mobiliser ce jugement clinique. 2 minutes. Très bien. Elles bénéficient de formations continues, ok, super, qui sont données par des IPS. Et puis, leur challenge actuellement, c'est d'intégrer une théorie infirmière parce qu'elles reconnaissent que ça leur manque, qu'il leur manque cet ancrage théorique pour bien prendre en charge, et notamment dans les anamnèses. Et puis, elles aimeraient créer un catalogue de prestations infirmières pour pouvoir être remboursées. Donc, on voit bien que tous les enjeux qu'on discute depuis hier ici sont au cœur aussi un peu des nôtres. Alors, je passe sur... Ah, il en manque une...
Ah voilà, les soins volants. Et les soins volants, soins à domicile, eux fonctionnent un peu différemment. Eux, ils fonctionnent quasiment qu'avec des infirmières HES, nouvellement diplômées. Ils ont utilisé un ancrage disciplinaire, l'approche des soins fondés sur les forces. Ils travaillent en micro-équipe, ils travaillent en intelligence collective. Ce n'est pas une infirmière pour un patient, c'est une équipe pour un patient. Ce sont des micro-équipes qui sont en autogestion, qui ont une grande capacité d'autonomie et qui permettent d'avoir une vision globale et très systémique du patient ensemble. Donc c'est des plans de soins qui sont à nouveau centralisés, efficients, efficaces et qui répondent à la roue de la qualité des soins. Leur challenge, ce serait comment mesurer vraiment la qualité des soins et puis encore une fois, c'est comment faire reconnaître que nos prestations ont de la valeur et peuvent être remboursées comme celles des médecins. Merci beaucoup. Merci Madame Darocha, Madame Inaïchen. Merci d'avoir respecté le temps parce que c'était pas facile. On va passer aux questions dans la salle. Je suppose qu'il y en a. Alors. Question là. Oui. Bonjour monsieur. Alors, étant originaire de Haute-Savoie, j'ai au début de ma carrière été tenté par l'aventure transfrontalière. J'imagine que vous accueillez toujours des infirmières françaises. Beaucoup, on en a besoin, on n'a pas assez de diplômés. Voilà. Nous non plus, on n'en a pas assez. Donc deux questions. Non, elles viennent chez nous. J'aurais alors une question très terre à terre et très triviale. Combien d'heures représente votre programme ? C'est 180 crédits ECTS, on a les mêmes normes qu'européens, donc c'est 25 à 30 heures par crédit ECTS, ça vous donne les heures totales d'enseignement, donc on est à 180 crédits. 3 ans donc. Oui, 3 ans pour l'instant. 4600 heures. Oui, à peu près ça, oui, tout à fait. Mais il y a une année préparatoire, il faut avoir la MATU professionnelle. Ah. Voilà, ou MATU santé. Ça change effectivement, ça a changé au niveau HES, c'est qu'il faut avoir cette MATU spécialisée pour pouvoir entrer en HES. C'est bien d'avoir cette précision. Oui. Et donc, vous accueillez des infirmières françaises, en toute objectivité, bien entendu. Est-ce que vous constatez des différences entre, quand vous les accueillez, dans la pratique entre... Vous voulez dire une fois qu'elles sont diplômées ou avant ? Non, une fois qu'elles sont diplômées, qu'elles viennent travailler en Suisse. Alors, j'ai eu la chance de collaborer beaucoup avec les infirmières françaises, ayant exercé à Genève, où plus que 50% est de titres français. Oui, il y a une différence. Alors, il y a toujours les forces et les avantages de l'un et de l'autre. On dit souvent qu'une infirmière française, sans vouloir stigmatisant, elle avait cette capacité de prendre en soin très rapidement un service et d'être très vite en leadership. Ça, on avait constaté donc avant d'être HES. Une infirmière, à l'époque, issue de l'école soins infirmiers bon secours, on disait qu'elle réfléchissait trop. Du coup, elle n'allait pas assez vite, mais qu'elle passait plus de temps avec l'empathie parce qu'on était formés selon le modèle de Roy. Néanmoins, une fois qu'il commençait à exercer, au bout de quelques mois, bien évidemment, il y a une co-formation qui se crée. Aujourd'hui, par contre, par exemple, les HUG, et je crois que le CHUV aussi, n'engagent plus des diplômés avant 2015, je crois, qu'il y a eu une loi qui est passée comme ça parce que le niveau de formation n'est pas reconnu comme équivalent. Donc, j'ai entendu un petit peu tous ces discours-là par rapport au niveau disciplinaire et de recherche qui était moins développé en France, d'après en tout cas les échanges, pour être complètement transparente dans ma réponse. Je peux peut-être préciser aussi que dans mon entourage, j'ai aussi des amis infirmiers libéraux et qui tiennent des cabinets et qui ont remarqué une amélioration dans la prise en charge des patients depuis qu'ils engageaient des infirmières HES. Et vraiment, ils commencent vraiment à privilégier les infirmières HES pour améliorer la qualité des soins. Peut-être, si je peux juste dire par rapport aussi au niveau master, c'est important. On ne peut pas juste transformer un programme si on n'a pas suffisamment de personnes formées en master pour le porter. Et le rôle des ICLS, les infirmières cliniciennes spécialisées, qu'il y a maintenant dans toutes les équipes, que ce soit dans les hôpitaux, qui ont un rôle fondamental aussi. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, bonjour. Merci pour votre présentation déjà. Je veux savoir par rapport au cycle de Kolb, comment les services hospitaliers et autres intègrent justement la partie théorique dans l'accompagnement, l'encadrement des étudiants, ce qui en France peut-être peut poser question, puisqu'on fait une dichotomie entre théorie et pratique depuis si longtemps qu'on n'en est pas encore, je dirais, on n'en sort pas. Et de votre côté, comment ça se passe ? Vous avez des tuteurs peut-être, vous y allez vous-même, comment ça se passe
avec les terrains de stage et les étudiants. Merci beaucoup. Votre point est fondamental. C'est vrai que quand on est devenu HES, on a les praticiens formateurs qui ont été formés. Les HES ont mis une enveloppe budgétaire importante pour avoir ce rôle de PF, praticien formateur, formé. Il y avait même 10 crédits CTS qui étaient reconnus. Ils devaient suivre cette formation par les HES pour pouvoir justement accueillir les étudiants, les accompagner là-dedans. C'est un modèle qui était vraiment extraordinaire parce que ça a transformé la pratique et pour qu'ils puissent faire la continuité avec l'alternance intégrative. Je pense que c'est ça aussi le succès de ces formations PF qui aujourd'hui est revue à la baisse. On regrette beaucoup, les crédits ECTS diminuent, mais la formation est obligatoire. On a une convention signée avec les hôpitaux qui ont des PF, et s'ils n'ont pas de PF, ils doivent former pour pouvoir accueillir nos étudiants en stage. Ouais. Alors c'est vrai que moi je m'occupe des relations internationales, donc j'accueille pas mal d'étudiants français qui viennent faire des stages chez nous. Et en fait, ils adorent parce que l'encadrement est totalement différent de ce qu'ils vivent en France. Je précise quand même que je suis française, donc j'ai été formée en France il y a bien longtemps, mais voilà. Est-ce qu'on a une dernière question très courte? Question, oui. Bonjour et merci pour votre présentation aussi. Question très courte, est-ce que vous utilisez la simulation en santé comme outil pédagogique? Simulation en santé, oui. Alors, de plus en plus, on l'a entendu, on veut être plus efficient. Et tout ce qui est simulation aide aussi à compenser le manque de stage. Parce qu'on n'a que 54 crédits ECTS, qui est un tiers de la formation qui se passe en stage. De plus en plus, on est invité à faire des simulations. Donc, on a des simulations immersives, des simulations procédurales, bien sûr, aussi dans notre programme, avec des développements de simulations. Comme je vous disais, on aura 3 cursus, donc on est obligé de passer un peu par des simulations pour pouvoir être efficient. Merci, Madame Darrocha. Merci, Madame Ination. Merci. Alors, on va faire une petite pause. On vous retrouve à 16h. Et pendant que vous vous dirigez vers la pause, on a les résultats du jeu concours N'oublie jamais. Donc, les personnes qui ont gagné un livre sont Thierry Mesto, de l'IFSI IFA SIFA Probert Ballanger, je crois, Astrid Romano de l'IFP d'Aubagne, Fanny Muller de l'IFAS du GHRMSA, Fabienne Gall de l'IFSI de Mulhouse, Véronique Wright de l'IFSI du CHU de Nîmes, Nathalie Benoît également de l'IFSI du CHU de Nîmes, et le gagnant de la formation niveau 1 est Delphine Frontis, directrice de l'IFPM GHNE. Bravo à vous et bonne pause. On vous retrouve à 16h.